Cher Caril Ferrer, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux œuvres littéraires et aux auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme, mais aussi les œuvres cinématographiques et réalisateurs, et la musique qui vous accompagne. C'est à vous. Mille choses, hein, évidemment, hein. Mais au niveau littéraire, en tout cas, bon, moi j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, mais à milieu de croire, j'en ferais ma vie, parce que à la fois c'était ma passion, mais je pensais que c'était bon, l'écriture c'était réservé à des gens qui n'étaient pas comme moi, en tout cas. Et jusqu'au jour, à 18 ans ou 19 ans, j'ai un copain qui m'a offert un bouquin de Philippe Gian, donc ça c'était dans les années 80. Et quand j'ai lu la prose de Gian, j'ai dit ah mais il a le droit d'écrire comme ça. Donc moi ça a été le choc, hein. Et là, en refermant le livre, j'ai dit ah ben non, mais en fait moi j'écris comme ça entre guillemets, hein, mais c'était sur le même ton, on va dire. Et je dis ah, j'ai le droit d'écrire, donc je ferme le livre. Et je dis maintenant t'es écrivain. Voilà, c'était la révélation totale. Donc je l'ai croisé une fois, Philippe Gian, et je lui ai dit, il me dit bah c'est super. Enfin, quand on te dit ça en tant qu'écrivain, j'ai lu votre bouquin, ça a changé ma vie. Bah, évidemment, c'est pas de la flatterie, c'est juste, ça sert à quelque chose. En fait, c'est pas vain. Tout ça n'est pas vain. Donc ça, c'était le premier choc littéraire. Le deuxième, ça a été, il y a plein de choses qui m'ont plu, hein, mais pour condenser un petit peu. L'autre, c'était Elroy, en fait, début 90. Parce qu'en fait, en lisant le Grand Nulle Part et La Liane Noire, alors, ok, certes, il y a du polar, il y a de la violence, machin, etc. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'il y a tout. Il y a de l'histoire, il y a du racisme, il y a la sociologie. Et je dis, ah, mais en fait, le roman noir, c'est pour moi le genre le plus complet. C'est le roman total, en fait, quoi. On pourrait croire que la vraie littérature, c'est la blanche, on va dire, où on parle de soi ou je sais pas quoi. Bon, non, enfin c'est très bien, hein, si, mais sauf que dans le polar, tu peux absolument tout mettre. Et comme j'avais déjà fait le tour du monde et que du coup j'avais été en contact avec d'autres populations, notamment les Maoris, j'ai dit bah tiens, le roman noir, du coup ça va être ton genre parce que c'est là où tout ce que t'aimes, et puis il y a toute une énergie qui va avec le rock, avec moi qui m'allait parfaitement. Et en plus, tu as donné, parce que le seul petit reproche que je pouvais faire à Leroy, c'est que tout est noir et il n'y a pas beaucoup de ciel bleu en fait, quoi. Et le monde, certes, il est violent, certes, aujourd'hui il y a des pandémies, mais si, le soleil brille toujours, en fait, quoi. Et on peut toujours s'aimer, puis il y a toujours l'amitié, il y a toujours l'amour, il y a toujours toutes ces choses qui font du bleu, on va dire, le bleu Bowie. Et j'ai dit, bah, tiens, tu vas mettre aussi un peu plus de bleu pour que ça ressemble plus à la vie. Et puis la cause autochtone qui m'a toujours intéressé, parce que j'ai toujours été avec plutôt côté indien, côté cow-boy. Donc je dis, bah, tiens, tu vas pouvoir développer ça. Donc moi, pour moi, c'est Elroy qui m'a permis de me dire, pour moi, c'est pas un genre, mais enfin, on appelle ça comme ça, le roman noir, c'est ta place, mais en mettant en perspective le fait que je peux moi-même remplir, sans copier Elroy, amener ma propre vision du monde et ce qui m'a bougé en fait, quoi. Un autre choc, ça a été, j'ai lu la biographie de Che Guevara, j'avais 25 ans, et moi j'étais politique sans trop le savoir, parce qu'on était un peu, enfin, tout mon monde de copains à Rennes, on était plutôt libertaires, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que, ok, on est bien de gauche, mais il est hors de question qu'on aille s'encarter. Et puis l'idéologie, non, c'est-à-dire que Staline, Pol Pot et tout, ils ont le droit de se faire critiquer, Castro, etc., comme les autres, en fait. Mais je votais pas, etc. Et pour moi, la politique, j'y réfléchissais même pas. Voilà. J'avais des actes politiques sans trop le savoir, mais c'était pas le cœur de. Enfin, j'avais pas intellectualisé la chose. Et puis en lisant cette biographie de Che Guevara, en plus, bon, on avait vous avez la moto avec des copains, on partait un peu avec Z Rider tous les étés, avec nos vieilles pétoires dans différents pays. Et Che Guevara, il a fait ça avec un copain, mais il a fait le tour de l'Amérique du Sud déjà. Il n'allait pas faire le con en Espagne, il allait faire le tour de l'Amérique du Sud. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que l'esclavage des Indiens, la lutte des classes, etc., et ça l'a tellement choqué que du coup, il est devenu révolutionnaire. Et ça, je comprenais complètement ce choc, en fait. Et en finissant la bio, je dis, ah oui, alors il y a des choses à dire, hein, c'est pas un saint, etc. Mais enfin, la démarche, elle est généreuse. Le mec, comme il est médecin, il soigne les lépreux, il fait le tour d'Amérique, il défend les Indiens. Bon, le mec, au départ, quand même, t'es d'accord avec lui, en fait. Et puis, en finissant la bio, je me rends compte que quand il arrive en Bolivie, où il va se faire tuer, en fait, bon, il y a la CIA, d'accord, c'est la guerre froide, etc. Mais le conseiller de Barrientos, qui était donc le dictateur bolivien, son conseiller, c'était Klaus Barbie. Et je dis, Klaus Barbie, le même qui a tué et torturé Jean Moulin, notre héros national. Oui, c'est bien le même. J'ai dit, qu'est-ce qui. Non seulement, je ne savais pas qu'il était pas mort à cette époque-là, non seulement il était pas mort, mais en plus, il travaillait pour la CIA.
ah ouais, moi j'ai pleuré pendant 3 jours, de rage. Et là, alors après, je suis tombé en politique, mais par aversion totale. Et après, quand tu commences à gratter, bon, c'est 30 ans que je suis abonné au monde diplomatique, donc c'est pénible à lire, mais par contre, tu as, voilà, le cœur, tu as aussi le cœur des choses, quoi, et à peu près, enfin, la politique déborde sur plein de choses, donc je dis, bah, tiens, le roman noir aussi, c'est le roman politique, critique sociale. Ah ben, et puis tu te rends compte en fait que bah, au Chili, bah, oui, non seulement Pinochet contre Allende, mais Pinochet, bah, oui, le néolibéralisme, donc ce qui nous arrive aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas assez d'hôpitaux, bon, ça vient de Pinochet en fait, hein, donc c'est les Chicago Boys, donc il y a toute une histoire politique derrière tout ça qui explique, c'est pas le méchant Pinochet qui arrive qui ressemble à un nazi, non, non, non. Pourquoi c'est la CIA qui le met là? Parce qu'en fait, il y a le néolibéralisme qui se met en place, et le Chili est un laboratoire, on va voir comment ça va marcher. Et puis on privatise tout, les services publics, tous les ensemble disparaissent, etc. Et c'est le monde d'aujourd'hui qu'on vit aujourd'hui. Donc quand tu commences à remettre les choses en place, tu te dis ah ouais, ah oui, tout ça c'est pour ça. Donc tout est lié, et la politique fait vraiment partie aussi de tout ça. Donc voilà, c'est encore un autre choc. L'autre choc, c'était musical, hein, parce que le premier choc, en fait, était musicaux, parce que quand on est jeune, on est plus sensible à la musique quand même qu'à la littérature, même si j'ai toujours lu, etc. Mais il y a eu il y a eu Brel, parce que c'était le premier choc, parce que mes oncles le chantaient merveilleusement, et Brel, on pouvait chanter et dire des gros mots. Hein, les bourgeois, c'est comme les cochons. Oh, bon, ça fait rire quand tu as 8 ans, en fait, puis après, si tu remets ça en contexte, mais pour moi, c'était quand je le voyais sur scène, enfin, je l'ai vu en vrai, malheureusement, mais pour moi, c'est le premier punk. Parce que ce qu'il donne sur scène, c'est hyper émouvant. Vraiment, et puis l'écriture, et moi, il m'a vraiment influencé dans l'écriture, parce que comme lui, j'ai un vocabulaire limité. Je sais que je connais mes limites. Hein. Mais par contre... Mais dites-moi, Karel, pour un vocabulaire limité, vous exagérez un petit peu, hein. Oui, mais... C'est de l'humilité, ça, parce que c'est inaudible. Hein. C'est oui, juste inaudible. Mais... Non, on passe. Non. Il y a une chose quand même, c'est que ce que j'ai vu avec Brel, en fait, c'est qu'avec une association de mots simples, mais si tu les mets ensemble, ça peut faire de la poésie, ça peut faire une image incroyable. Ça, c'est les chansons de Brel. Je dis, ben voilà, l'écriture, c'est ça, en fait. Il n'y a pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire. C'est la sincérité. Par contre, ben voilà, et c'est comment tu les agences, et du coup, ça revient à une forme de poésie, ou en tout cas, tu peux... on a une langue extraordinaire, et en l'agençant de certaine manière, tu peux donner des images, et même si parfois tu dis, est-ce que c'est vraiment français, sa phrase-là, en fait. Enfin, ils sont bizarres, ces deux mots. Mais par contre, ça va donner une image, quelque chose, et chacun se remplit de cette image. C'est peut-être pas exactement français, mais je vois exactement ce que tu dis. Et ça, j'adore. Parce qu'en fait, c'est émotionnel. Bah oui. Et moi, donc ça revient à Brel, ça revient à Brel sur scène, en fait. Donc il y a eu Brel, il y a eu les Clash, parce qu'en fait, les Clash, c'est Brel sur scène, mais en punk rock, en fait, avec la même générosité, avec le même discours, parce que Brel, moi je passe mon temps à paraphraser Brel sur plein de choses, en fait, hein, parce que les Sarioscopie, quand il parle de la vie, je parle pas des femmes, hein, mais quand il parle de la vie en général, je dis, mais ouais, en fait, c'est exactement ce que j'aurais voulu que mon père me dise. Alors, évidemment, je ne sais pas contre mon père, mais c'est juste, ben voilà. Quand j'ai entendu la Sarioscopie de Brel à 23 ans, c'était le choc, je dis, mais c'est exactement ce que je pense, et il le dit d'une certaine manière, avec drôlerie, humilité, mais aussi affirmant les choses et se permettant, non pas juger, mais de dire, bon, ça m'intéresse pas, votre petit confort, ça m'intéresse pas, en fait. Et pourquoi? Et là, il est à fond, en fait, il est comme sur scène, je dis, ben, voilà, c'est l'engagement dans la vie, c'est pas l'engagement avec un truc, un drapeau rouge, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est le côté un peu anarchiste libertaire qui me ramène, en fait, exactement à comment j'ai grandi avec mes copains à Rennes, et la fois avec toujours de l'humour, c'est-à-dire on se prend jamais au sérieux, même si on fait les choses sérieusement, on se prend jamais au sérieux. Et ça, quand tu es éduqué comme ça, c'est fini. Après que tu aies du succès, pas de succès, tu es déjà fini. En fait. Et ce que raconte Brel, en fait, à 17 ans, tu es fini. Tu te rends compte à 40, mais c'est à 17, en fait, c'est dans ton adolescence que les choses se constituent, en fait. Quoi. Et moi, tout ça, c'est des chocs adolescents. Les Clash, c'était ado, Brel, c'était plus petit. Et l'autre, l'icône absolue, qui est Bowie, qui renie tout ça, en fait. Quoi. Et Bowie, moi j'étais à la campagne, à Montfort-sur-Meux, en Bretagne, c'était déjà l'OVNI. Parce que Bowie, c'était le seul artiste qui réunissait les garçons et les filles. Souvent les garçons, ils préféraient ça, les filles ça, hein, sauf que Bowie, c'était tout le monde. Parce qu'en fait, lui-même, étant à la fois garçon et fille, ben voilà, en fait, moi j'ai toujours eu des copines, j'ai des amies, filles, avec qui j'ai toujours discuté, et ça nous réunissait aussi. Et mes copains aimaient bien Bowie.
réussi, mais il y avait un truc, garçon-fille, qui, qui était complètement pas du tout à la mode à l'époque, et il y avait des homos déjà au collège, ils n'étaient pas homos vraiment déclarés, mais on voyait bien, enfin, j'avais deux copains, on voyait bien qu'ils étaient homos en fait. Mais comme Bowie était là, il n'y avait pas du tout, il n'était pas du tout question de discriminer, etc. Bah ouais, oui, Bowie, en plus il disait qu'il aimait les garçons aussi. Ouais. Ah bah non, pas du tout. Et donc il y avait un côté, puis en plus transformant tout, Bowie, ne faisant jamais 2 fois le même album. Il avait la grâce absolue. Hein. Ah bah, complètement. Et donc, s'il y a un dieu quelque part, enfin pour moi c'est Bowie, parce qu'en fait, pour moi c'est le nivellement par le haut. C'est le mec qui te tire vers le haut, en fait. Donc ça, c'est toujours mon guide. Donc voilà, donc c'est des chocs comme ça. Quand tu découvres des personnages comme ça, ta vie change, en fait. Donc moi, j'ai eu que des chocs, parce que ce soit en politique, que ce soit en littérature, etc. C'est pas des longs processus intellectuels, machin, non. C'est paf, tu prends ça dans la gueule. Et bon, ça allait bien avec le rock aussi, qui était le moteur de mon époque. Donc on peut enchaîner sur les questions que j'avais pour vous après, c'est-à-dire que vous dites, ce que j'aime infiniment, que votre vie a été une succession de chocs qui vous ont fait bouger et avancer. Est-ce que vous voulez développer un peu ça? Moi, j'ai plutôt le sentiment de vivre avec mon corps, en fait. C'est-à-dire que je suis pas, quelque part, j'ai pas le temps d'intellectualiser. Enfin, moi, je suis pas un intellectuel dans le sens où je réfléchis pas à pourquoi je réfléchis. Je vois très bien que des gens universitaires ou autres coupent les cheveux en 4, en 8, en 12, ah oui, machin, etc. Et des fois, on me fait des... C'est amusant, hein, enfin, il y a une néo-zélandaise qui a fait son mémoire sur mes bouquins, parce qu'en fait, c'est les 2 seuls livres néo-zélandais qui sont écrits par des étrangers et qui parlent vraiment des problématiques néo-zélandaises historiques. Et elle a fait son mémoire, elle m'a fait lire son mémoire, donc évidemment, elle a tout décortiqué, machin, elle m'a sorti des trucs, je dis, ah bon? Ah, mais en fait, ah oui, c'est de qui tu parles, en fait, quoi. Et je trouve ça amusant, mais voilà, je trouve ça amusant, mais c'est comme quand tu lis, enfin, à l'école, tu lis un poème de Rimbaud, bah, tu lis le poème de Rimbaud, donc t'en prends ce que tu veux, quoi. Puis après, tu as l'explication de texte avec le prof qui te dit oui, alors là, à ce moment-là, Rimbaud, il pensait à ci, à ça. Alors, tu peux inventer ce que tu veux, hein, enfin, tu peux dire ce que tu veux, mais à mon avis, juste il était un peu drogué, il venait de faire l'amour avec Verlaine, et puis il était un peu les petites étoiles dans la tête, puis il a fait ça. Peut-être, ça peut être une version qui est aussi plausible que celle où il a fait, alors je ne sais quelle figure stylistique et tout. Pas sûr qu'un Rimbaud, il écrivait avec des figures stylistiques. Peut-être qu'il écrivait juste parce qu'il avait ça dans le sang, en fait, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en fait, si. Ouais, tout ce qui me fait avancer, c'est la vie. Il y a une chose que vous dites, que j'aime infiniment aussi, vous dites que pour vivre, il s'agit de créer des situations poétiques et amoureuses qui font que nous sommes des petits soleils et irradions autour de nous. Bah, souvent, on met souvent, enfin, il y a quelqu'un qui est le violeur de la famille. Il y a des gens comme ça, en fait, qui créent le mal, en fait, quoi. Et on sait que dans une famille, il y a tellement de familles névrosées, c'est parce qu'il y a un ou une personnage de la famille qui a mis ses tentacules sombres autour des gens et qui détruisent, de fait, tout ce qui est autour. Ça, il y a de la littérature là-dessus, il y a des résiliences, il y a 1000 choses à dire, effectivement, sur le mal qui est humain, en fait, quoi. Mais il ne faut pas oublier non plus de l'autre côté, en fait, quoi. Parce que je suis persuadé, c'est un peu situationniste aussi, dire que, bah oui, créer des situations, en fait, quoi. Certes, il y a ces personnages, mais on peut aussi soi-même, parce que où on fait la révolution, mais à mon avis, bon, c'est un peu compliqué. Par contre, rien n'empêche les gens de créer leur propre révolution dans leur entourage. On côtoie un premier cercle de 10 personnes, mais qui irradie sur 30, mais qui connaissent plein de gens. Donc en fait, chaque personne, chaque humain peut a une sphère d'influence, on va dire, sur 100 personnes. Hein, en gros, entre la famille, les amis d'amis, les relations de travail, etc. Et la façon dont on se comporte avec eux, c'est quand même 100 personnes, c'est beaucoup. En fait, c'est pas rien. Et si toi tu développes le meilleur, le côté Bowie pour aller vite, en fait, ben, évidemment tu vas influencer plein de gens.